Bonjour à tous, bienvenue sur ce qu'il fallait démontrer, le tout dernier numéro de votre émission de cette année 2023. Anissé Carlos, ok, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors nous revoilà pour essentiellement parler des deux dernières sorties du chef de l'État, Patrice Talon, notamment le 21 et le 23 décembre 2023. On va parler du fond et de la forme. On va surtout commencer par la forme. Deux sorties coup sur coup à l'intervalle de 48 heures. Qu'est-ce qui peut faire sortir le chef de l'État aussi rare comme ça, quand on le connaît aussi rare dans ses apparitions médiatiques? Mais je crois que c'est le besoin de s'exprimer. Et il avait besoin de s'exprimer sur un certain nombre de points. Et quand il a fait sa sortie devant les députés, il a dit un certain nombre de choses qu'il a cru devoir expliciter dans sa deuxième sortie. Et nous en avons eu effectivement pour notre gouverne, parce qu'il s'est exprimé sur des choses qui sont restées secrètes pendant longtemps, comme par exemple cette affaire de pardon entre Boniaï et lui, où il a dit un certain nombre de choses qui montrent son état d'esprit par rapport à ça. On va en parler tout à l'heure, mais une heure fois deux pratiquement. Alors qu'on connaît le monsieur assez taciturne à la limite, qui s'exprime très peu. On se rappelle de ses messages à peine de 7 ou 13 minutes à la nation, de ses interventions de 15 à 20 minutes devant la représentation nationale. Mais là, on est allé le jeudi jusqu'à 48 minutes d'intervention. C'est rare pour Patrice Talon. Il en avait vraiment sur le cœur. Il en avait sur le cœur, mais il avait surtout besoin de parler maintenant. Parce qu'il était dans l'action, il était dans la préparation, il était dans la planification et il n'y avait pas grand-chose à dire. En réalité, il n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent lui-même dans ses discours, mais aujourd'hui, il y a de l'existant et ça lui permet de s'étendre sur ses réalisations. Pourquoi maintenant et pas avant? Vous dites que bon, il était la tête dans les guidons, mais il y avait le 31 juillet qui était là, sur lequel il a zappé d'ailleurs, comme on dit dans le jargon des jeunes maintenant. Il a zappé sur ça pour concentrer toute son attention sur la fin de l'année. Est-ce que peut-être la rencontre avec les démocrates n'est pas passée par là? On ne peut pas dire non. Il est bien possible que la rencontre des démocrates soit passée par là, puisqu'il a été senti interpellé. Il fallait qu'il s'explique sur un certain nombre de choses. Mais c'est surtout que, dans le fond, je crois qu'il était un peu crispé par le passé, parce qu'il avait des inquiétudes par rapport à un certain nombre de chantiers qui devaient démarrer, d'autres qui avaient commencé par freiner. Et il en a expliqué un peu les raisons. Alors, quand il a fini de débloquer tout ça et qu'aujourd'hui, il sent qu'il peut, de manière très correcte, très franche, en parler, eh bien, il en parle à ses compatriotes et il nous projette surtout dans un avenir qui lui paraît un peu plus certain que ça ne l'était hier. Oh, il n'a pas changé de style, on connaît l'homme droit dans ses bottes, grand au point, pour aller tout droit à la figure, puisque ces mots ne sont pratiquement jamais mesuré. Il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. Non, il est même allé un peu plus loin. Cette fois-ci, on l'a vu faire des boutades, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Et donc, ça dénote de ce que aujourd'hui, son état d'esprit est plus favorable à ce genre d'exercice. Donc, on peut dire qu'il y a une sorte de décrispation à son propre niveau qui est due au fait qu'aujourd'hui, il sent qu'il tient le bon bout. 2026 se prépare, il s'échauffe? C'est sûr, et nous l'avons vu à travers son intervention, surtout dans sa deuxième sortie. Oui, la partie entretien où il s'est clairement épanché là-dessus. Et nous voyons venir un Patrice Talon qui se prépare véritablement et qui a annoncé d'ailleurs qu'il sera actif pendant cette période-là. Donc, ça veut dire que son successeur ne sera pas choisi sans qu'il ait son mot à dire là-dessus. Oui. Allez, allons dans le fond maintenant. On va commencer par les sujets, je dois dire, les plus éloignés pour venir vers nous. La politique extérieure du Bénin. Il en a parlé devant la représentation nationale. Il en a parlé aussi lors de l'entretien. Je suis curieux quand je vois Patrice Talon s'intéresser un peu à ce qui se passe au niveau de la bande de Gaza, qui parle de Hamas, etc., alors que nous sommes à 1000 lieues de là-bas. En quoi est-ce que le Bénin est intéressé par ça? Le Bénin est intéressé par ça parce que ça influe de toute façon sur la politique interne.
Et ne pas en parler, c'est laisser les concitoyens penser que ces raisons-là ne sont pas déterminantes dans les difficultés de vie que nous avons aujourd'hui. Il a parlé de cherté de vie et ça, c'est déjà un exercice important pour lui de parler de cherté de vie, de reconnaître que la vie est chère, même s'il donne un pourcentage qui est discutable par certains, de 3% de taux d'inflation. Il a fait beaucoup de polémiques. Beaucoup de polémiques, mais il reconnaît qu'il y a effectivement un problème et ce problème est lié à des chocs exogènes dont il était nécessaire qu'il parle. Il a parlé aussi du Nigeria avec lequel on a normalisé nos relations. Là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Là où on doit s'intéresser surtout, c'est l'affaire avec le Niger. Il y a une sorte de rétropédalage. On parle aujourd'hui de négociation avec Niamey. C'est quand même curieux ça, hein? Ça vient de Cotonou. Bon, on peut dire rétropédalage si on veut, mais fondamentalement, moi je pense que ce n'était pas du rétropédalage. Parce que, je le disais ici sur ce plateau, les positions que le Bénin avait prises au départ étaient nécessaires. Le Bénin est le berceau de la démocratie, le berceau de la conférence nationale. Non, mais est-ce que quelque part on n'a pas pris les décisions, on n'a pas pris les postures à la hâte, etc., sous les coups d'émotion? Non, il n'y avait aucune posture prise à la hâte parce qu'aucune décision n'avait été annoncée avant que la CEDEAO ne se soit prononcée de manière très claire sur la condamnation de ce coup d'État qui était absolument nécessaire. Et avant que la CEDEAO n'ait pris des mesures économiques contre le Niger. Donc, ce que le président Patrice Talon a pu dire à cette occasion-là, c'était en droite ligne avec ce que, ensemble, avec les autres chefs d'État de la CEDEAO, ils ont décidé et c'était absolument nécessaire à cette époque-là. Bon, mais comme il l'a dit, il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour exiger, et puis après, on constate. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de projection dans tout cela? Quand un leader veut prendre une position, surtout en faveur de son pays, et au nom peut-être d'une communauté, est-ce qu'on ne se projette pas d'abord, avant aussi de prendre une décision ou une position aussi radicale? Vous parlez de précautions oratoires par rapport au fait que, bon, les choses peuvent évoluer dans le temps. Tout à fait. Patrice Talon n'a jamais été un homme politique au premier sens du terme. Et ces déclarations ont toujours été véridiques. C'est-à-dire qu'il ne fait pas attention. Pourquoi je parle de l'homme au point. Il ne fait pas trop attention aux gains politiques ou à la perte de popularité qu'il peut avoir quand il fait une déclaration. Il est vrai dans sa nature et parfois il dit les choses comme elles sont. Et c'est un peu sur ce compte-là qu'il faut mettre les déclarations qu'il a faites au début et qui étaient tout à fait justifiées, véridiques. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train de faire une sorte de profil bas face à Niamey? Non, parce qu'au départ, l'idée n'était pas de garder des rapports avec les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui au Niger. L'idée était de faire en sorte qu'ils dégagent. Bon, quand on a essayé et qu'on n'a pas pu les dégager et que dans les faits, ce pouvoir s'est imposé, il faut le constater et passer à la phase suivante. Patrice Talon qui souligne que le Bénin va bien. Il a dit 2 fois devant l'Assemblée nationale et lors de son entretien, c'est quand même curieux. Non, c'est pas curieux, sauf si on considère que le Bénin ne va pas bien. On a vu les réactions que cela a pu avoir. Lui-même reconnaît un taux d'inflation qui quand même est très inquiétant. On a un niveau de vie qui est cher. On a beaucoup de situations à l'interne. Dire devant la représentation nationale que le pays va bien, est-ce que ce n'est pas vivre un autre Bénin que celui que les populations vivent? C'est ce que l'on peut penser. Et c'est sur cette ficelle-là que tirent d'ailleurs ses adversaires pour montrer qu'il a fait économie de vérité. Mais dans le fond, quand on veut faire ce genre de comparaison, il faut aussi voir dans l'ère géographique qui nous entoure. Est-ce que le Bénin se porte plus mal que les autres pays? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et le taux d'inflation semble même un peu mieux maîtrisé chez nous qu'autour de nous. Et c'est par rapport à ça, parce que c'est le monde entier qui subit un chamboulement total sur le plan économique aujourd'hui. Bon, alors dans ce chaos généralisé, le Bénin arrive quand même à se stabiliser puisque au passage, on nous a annoncé que nous sommes premiers dans un certain nombre de domaines qui laissent à penser qu'il y a une meilleure gestion des ressources nationales. Ça va à l'intérieur, mais dans la sous-région, ce n'est pas si évident que ça. On a nos voisins qui ne nous parlent pas vraiment gentiment. Je ne veux pas penser au Niger, je ne veux pas penser au Burkina, même le Togo aussi, ma foi qui fait un peu dans le silence stratégique aussi. Est-ce que le Bénin va bien vraiment dans la sous-région? Mais le Bénin, vous savez, avec le Nigeria, on avait pensé que le pire était arrivé.
Et pourtant, aujourd'hui, nous avons les meilleurs rapports avec le Nigeria. Enfin, façon visible. Donc, il y a des moments où on a l'impression que, bon, il y a des difficultés, et puis après, ça s'arrange. Le président Talon l'a dit quelque part que le Bénin discutait avec les autorités nigériennes, par exemple. Et il a ajouté discrètement. Ça a un peu échappé à beaucoup de gens. Mais ça veut dire que, quelque part, il y a une diplomatie comment on va dire, diplomatie sous-marine qui fonctionne, et que c'est pas dans le tapage forcément que tout ça se fait. Bon, avec le Togo, c'est pas la guerre non plus. Il y a des frustrations, ça arrive. C'est arrivé avec tous les régimes. C'est arrivé avec Boni Yayi, c'est arrivé avec Mathieu Kérékou. Il y a toujours un moment où, entre les deux pays, ça a l'air de mal marcher, et puis après, bon, tout rentre dans l'ordre. On a l'impression que ces deux sorties sont surtout focus 2026, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont trait justement à ce rendez-vous-là. On va déjà commencer par la question de la succession. Patrice Talon qui pense qu'il aura une main, en tout cas pour la désignation de son successeur, oui. Ce qui est bien normal, non? Il est en train de tenter d'ouvrir une porte qui est déjà ouverte, non? Non, mais je pense que c'est vrai, c'est évident. Tout le monde savait que Patrice Talon, il n'aurait pas laissé le pouvoir pour que la compétition se fasse aussi librement que ça, au petit bonheur, la chance. Non. On savait qu'il allait peser sur la présidentielle de 2026, et c'est vrai qu'il le dit en sachant que... Est-ce que quand on voit son parcours, quand on voit sa cote, quand on voit ses réalisations, son discours, sa façon de faire, est-ce que véritablement il peut avoir une main? Il peut avoir un poids? Il peut avoir un poids, parce que vous savez, aujourd'hui, fort heureusement, quand vous observez notre paysage politique, il se dégage deux grands courants. Et ces deux grands courants sont incarnés par deux hommes. Il y a d'un côté Boni Yayi, qui incarne le courant de l'immédiateté. C'est-à-dire qu'on met les ressources de l'État à la disposition de tout le monde tout de suite, on en jouit, on mange le blé en herbe et tout le monde est heureux. Comprenez? Donc, c'est pour ça, vous avez vu sa façon de gouverner. 150 ministres en 10 ans, 10 directeurs généraux au port, plus de 20 généraux nommés dans l'armée. Bon, bref, tout le monde participe au festin. Les fêtes, les messes, les kermesses, tout ça. Les gens qui s'alignent au palais pour prendre des numéraires, les femmes des microcrédits qui font la fête autour des 50 000 qu'on leur donne. Bon, bref, tout le monde est dans la jouissance immédiate. Mais il y a un autre courant qui est celui que Patrice Talon incarne, qui dit on ne mange pas tout de suite, on mange très peu maintenant, mais on sème pour que les enfants aient une vie meilleure. Nous allons avoir ces deux courants-là en 2026, et je pense que le peuple béninois aura choisi tout simplement entre revenir dans le style immédiat de Boni Yayi qui constitue à manger tout de suite, ou bien travailler pour que les enfants puissent avoir une vie meilleure demain. C'est les deux courants que nous aurons, et c'est dans la tête seulement de ces deux personnes-là, étant donné que les autres qui s'alignent derrière ne font que suivre un courant. Et là, nous faisons des projections politiques, des analyses politiques, et je me demande ce que Patrice Talon peut vraiment avoir comme influence sur le choix des Béninois en 2026. Quand on a vu un peu tout ce qui s'est passé pendant ces deux quinquennats. C'est vrai qu'il a demandé beaucoup aux Béninois. Beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Et c'est vrai que lorsque lui-même se donne la peine d'expliquer, la plupart des gens comprennent. Et je pense que le problème que nous avons en face aujourd'hui par rapport à Patrice Talon, c'est le manque de communication. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il commence à comprendre lorsque lui-même commence à faire des sorties qui s'enchaînent. Il faut qu'il explique aux Béninois pourquoi il y a ci, il y a ça. Pourquoi? Parce que les Béninois ne sont pas rassurés. D'abord parce que lorsque vous me demandez un sacrifice et qu'en face, ceux qui dirigent, ceux qui sont en politique ne participent pas au sacrifice, ça m'inquiète. Je ne suis pas d'accord. Vous avez beau m'expliquer, je ne suis pas d'accord parce qu'en face, il y a d'autres qui sont dans la jouissance et moi, on me dit de serrer la ceinture. C'est pas normal. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque vous me demandez de faire un sacrifice et que j'observe qu'autour, il y a des gens qui détournent des milliards à tour de bras, même si on les met en prison, ça ne me rassure pas parce que je sais que c'est mon argent qui est quelque part dilapidé. Vous voyez? Donc, ça ne rassure pas par rapport à ces deux points-là. Et je pense que le président Talon gagnerait
a rassuré les Béninois en faisant en sorte qu'il y ait un peu moins d'argent en politique pour ceux qui sont dans la politique et en faisant en sorte qu'il y ait moins de détournement pour ceux qui sont aux affaires. Patrice Talon qui ne sait pas si Olivier Beko sera candidat. C'est curieux ça, non? Les deux hommes se voient tous les jours pratiquement. L'un a dit que l'autre l'a venu une fois, enfin en griffe, etc. Donc ils parlent de tout, sauf de 2026. C'est quand même curieux ça, non? C'est un peu curieux et là-dessus, je pense qu'on peut faire le procès à Patrice Talon d'avoir économisé sa sincérité. Parce que si votre ami est candidat ou non, il suffit juste de lui poser la question pour le savoir. En principe. Bon, et si vous ne le voyez pas, on comprendrait que vous il y a ne le voyez pas. Beaucoup de bruit dehors, sur la place publique. Or, ce qui fait la particularité de cette candidature sur laquelle on focalise toutes les discussions, c'est que c'est précisément son ami et que si lui, Patrice Talon, laisse faire son ami pendant qu'il bride les autres candidats, il y a un peu comme du 2 poids 2 mesures. Et c'est ça que les gens, tout le monde essaye de comprendre. Est-ce qu'il est d'accord avec ce qui se fait? Il dit, je ne suis pas au courant. Donc c'est comme, ça se fait, mais bon, je ne suis pas au courant. Mais dans le même temps, d'autres ont l'interdiction formelle d'essayer de faire la même chose. Comme au Meki. Ça fait un peu comme du 2 poids 2 mesures. Oui, justement, on a l'impression que tout peut se faire dehors, mais que certaines personnes ne doivent pas le faire, comme au Meki, comme je le disais tout à l'heure. Oui. Il s'est expliqué aussi sur comment est-ce que ça s'est passé pour que l'ancien ministre des Sports dépose sa démission. Non. Je dois faire observer une nuance tout de suite. Il a parlé d'avoir réprimandé le ministre Oswald Omeki par rapport au fait qu'il prenait position ouvertement pour la candidature d'Olivier Beko. Et ça a débouché mais sur... je ne pense pas qu'il ait dit de manière explicite que c'est pour ça qu'il a quitté le gouvernement. Oui, mais si on l'a réprimandé et qu'après il dépose sa démission... Non, ça peut être interprété comme ça. Mais la démission peut avoir une autre cause que la réprimande. Donc il a reconnu, Patrice Talon, avoir réprimandé son ministre, mais il n'a jamais dit que c'est pour ça que le ministre a quitté le gouvernement. Donc juste là, on ne sait pas alors pourquoi est-ce que Omeki a déposé sa démission. Je pense que ça n'a jamais été dit. Et je pense que l'explication du président de la République ne veut pas dire cela non plus. Donc, c'est peut-être l'intéressé qui un jour nous expliquera pourquoi il est parti. C'est quand même curieux, hein, la succession des événements autour de cette démission. On a vu sa sortie, sa position claire, tranchée, les réprimandes, une griffe du chef de l'État, puis après la démission, et que ces événements n'aient aucun lien. Ce serait vraiment assez curieux. Ce n'est pas tout à fait curieux, parce que, vous savez, si la démission d'Omeki avait été le fait, la conséquence de la réprimande, c'est que la réprimande aurait été véritablement très forte. Ben, et si c'était le cas, certaines confidences ont confié qu'il y a eu des échanges assez chauds lors d'un conseil des ministres et que le lendemain, le ministre a dû s'obliger à démissionner. C'est plausible, mais ce n'est pas explicite. Et moi, je considère que si cette démission avait été la conséquence de la réprimande, c'est que le sujet tient particulièrement à cœur à Patrice Talon. Oui, mais et si c'était le cas, il n'aurait pas permis qu'on continue de susciter la candidature de quelqu'un. Est-ce qu'il n'exagère pas un peu quand il dit que le ministre qui a participé à la mise sur le pied de cette réforme et que c'est les partis politiques qui doivent désigner des candidats, est-ce qu'il n'est pas un peu allé trop loin en réprimandant son ministre? Est-ce qu'on n'est pas libre de penser que tel peut mieux faire le job que tel autre? S'exprimer est-il une faute dans ce contexte-là? Oui, parce que, bon, du point de vue de Patrice Talon, celui qui a participé à la réforme en connaît l'esprit. Oui. Donc lui qui en connaît l'esprit ne peut pas détruire l'esprit de la réforme en faisant ce qu'il a fait. Et ça peut se comprendre. Il n'impose pas un candidat, il dit je pense qu'il peut faire. Oui, ça dit qu'en réalité, le fait d'avoir créé les partis de la façon dont ça a été créé oblige à avoir une certaine circonspection dans le choix du candidat et dans la période où on va lancer les hostilités. C'est pour ça que Patrice Talon l'a dit très clairement, il ne pense pas que quoi que ce soit se fasse avant les 6 mois qui vont... C'est quoi? C'est lui qui détient le calendrier politique national? Il en a donné la preuve. Il en a donné la preuve. Ce qu'il a dit clairement, c'est qu'il ne voit pas comment
il pourrait laisser les choses se faire. Parce que si ça se faisait comme ça, c'est-à-dire que s'il laissait tout le monde libre de faire dire ce qu'il pense, et faire ce qu'il veut tout de suite, cette réforme aura du plomb dans l'aile. Or, il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire le nécessaire pour que la réforme puisse produire les résultats. Est-ce que ce n'est pas un danger que de nous imposer d'attendre à 6 mois des élections avant de parler de celui qui va nous diriger les 5 années à venir après 2026? Ce n'est pas tout à fait un danger comme ça, parce que les gens qui sont élus généralement ne viennent pas de nulle part. Ils sont toujours du sérail. Et ce n'est pas parce qu'on ne fait pas des réunions sur la place publique qu'à l'intérieur des partis, on ne discute pas de ces choses-là. Donc, il est bien possible que l'on évite de lancer ces sujets-là sur la place publique avant un certain temps, mais que les discussions à l'interne... Vous pensez vraiment que les partis politiques en discutent actuellement? Ils ont l'obligation d'en discuter. Avec tout ce silence... Ils ont l'obligation d'en discuter. Là maintenant, mais le chef a dit c'est 6 mois avant. 6 mois avant qu'on commence à mettre sur la place publique, à susciter, à faire tout ce que vous savez que nous savons faire chez nous là dès que les candidatures sont annoncées. Mais le fait de ne pas en parler pendant un certain temps, ça laisse d'abord au chef de l'État assez de sérénité pour conduire ces réformes jusqu'à un certain moment, des réformes dans tous les domaines, jusqu'à un certain moment, avant que, bon, éventuellement, lorsque ça sera lancé, que les gens commencent à faire leur mouvement, parce qu'il y en aura beaucoup de mouvements. Les gens, aujourd'hui, sont, comme je vous l'ai dit, affiliés aux 2 courants que je vous ai annoncés. Et quel que soit l'homme politique que vous prenez aujourd'hui, et même quel que soit l'intellectuel que vous prenez à l'université, c'est ce qui détermine son action et ses propos, c'est la source à laquelle il s'abreuve. C'est ça qui détermine le tout. Si un homme politique vous parle aujourd'hui, c'est en fonction de ce qu'il mange. Si demain, c'est un autre atelier qu'il mange, il vous dira également le contraire de ce que vous avez entendu. Donc, même à l'université où la science était au service du développement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que c'est la source à laquelle l'homme de science s'abreuve qui détermine ses propos et son action. On s'attendait peut-être avec cette réforme d'avoir à assister à une compétition à l'interne au niveau des partis politiques, ou tout au moins qu'on nous dise le mode opératoire de désignation. Au sein des partis politiques, rien ne vient de ce côté-là. Ce n'est pas du tout exclu pour l'instant. Non, le fait que les discussions aient été reportées le plus proche, à une date plus proche la plus proche possible des élections, ne veut pas dire que le processus de désignation va connaître des vices. On pourrait avoir de très bonnes, comment on appelle, les élections à l'interne dans les partis et déboucher sur la désignation des candidats les plus... C'est d'ailleurs pourquoi le président n'a pas fermé la porte. Il dit, Olivier Bokor, il est peut-être en train de faire ce qu'il fait, mais tout le monde sait que je ne fais pas la promotion de quelqu'un parce qu'il est mon ami. En réalité, il faut que la personne ait le mérite de se faire adouber par un parti avant que lui, il donne sa caution. Là-dessus, les Béninois, enfin quelques Béninois ont souri, en tout cas sur Internet, quand il dit qu'il ne fait pas la promotion de ses proches. Oui, je pense que parce qu'ils ont pris ses propos au premier degré. Quand on a suivi la structure de son raisonnement et l'esprit... Au second degré, qu'est-ce qu'on en comprend? Au second degré, ce qu'on veut comprendre, c'est que le seul fait d'être son ami ou son proche ne suffit pas pour être promu. Patrice Talon a toujours été un chasseur de tête. Regardez, dans sa vie de chef d'entreprise, il a toujours choisi les meilleurs, et aujourd'hui au gouvernement, ce sont ceux-là qui sont encore avec lui. Donc en réalité, il fait la promotion des proches et des amis, mais ce n'est pas sur la base de la seule amitié ou de la seule proximité. Il faut que la personne ait un mérite évident pour qu'il soit promu. Il y a une déclaration qui a eu des ondes de choc, c'est l'affaire de pardon. Et surtout entre lui et Boni Yayi, Patrice Talon qui dit fermement et droit dans ses bottes qu'il n'a pas été pardonné, en tout cas que Boni Yayi n'a pas été demandeur d'un pardon de la part de Boni Yayi, alors que c'est ce qu'on nous avait servi tout le temps. C'est quand même bizarre ça, non? C'est pas bizarre parce que Patrice Talon n'avait jamais donné sa version des faits. Nous n'avions à ce jour entendu que la version de ceux qui l'accusaient. Oui, mais quand il est rentré, on a eu des vidéos, on a eu des séquences. Et il a parlé, il a expliqué que dans le cadre de la réconciliation, il y a de cette déclaration que vous faites pour apaiser le climat et pour avancer.
ça ne veut pas dire que forcément vous avez tort ou que vous avez demandé pardon. Bref, c'est ce qu'il a expliqué. Et il a souhaité d'ailleurs que son prédécesseur vienne avec lui sur la place publique pour qu'ils en discutent, afin que le peuple béninois soit édifié. Cette façon d'éviter les gens à venir faire des débats curieux de la part de Patrice Talon, on l'a déjà vu lancer un défi à des professeurs d'université dans ce pays pour parler de constitution et de droit. Je ne sais pas s'il a fait une faculté de droit dans sa vie une fois ou s'il a eu des cours de droit constitutionnel. Maintenant qu'il invite son prédécesseur à venir faire un débat à Tchakodi, un débat en public, je me demande sur quoi le président peut compter comme ça pour inviter à des débats aussi. D'abord, il a du bon sens. Et il est cultivé. Patrice Talon, quand il s'exprime, on n'a pas le sentiment que les agrégés, qu'il ait quelque chose à envier à des agrégés. Et quand vous voulez faire de la recherche dans un domaine, aujourd'hui, vous pouvez le faire même sans l'intervention de professeurs de rang magistraux, ou de rang magistral, pardon. Donc, Patrice Talon, quand il veut parler d'un sujet, il se cultive, il fait des recherches. Parce que nous l'avons rarement entendu passer à côté. Jusqu'à défier un professeur spécialiste de droit constitutionnel pour lui parler de constitution et faire un débat avec lui. Vous savez, que je vous ai dit tout à l'heure que la science elle-même n'est plus neutre. La science n'est plus neutre. Ça fait que les professeurs d'université ne suscitent plus le respect qu'on avait naturellement pour la science. Parce qu'aujourd'hui, quand un professeur d'université parle, c'est en fonction de ce qu'il mange. Et à partir du moment où on en est arrivé à ce que la science soit au service de la politique, ça veut dire qu'un homme qui est structuré peut s'asseoir en face de l'agrégé pour lui dire non, vous passez à côté. La vérité, c'est qu'on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Les idées appartiennent aux intellectuels, pas à ceux qui sont allés à l'école. Et Patrice Talon me semble être un bon intellectuel. Et les deux qui se jouent de nous, hein? Quelqu'un qui vient faire un discours à la nation pour dire qu'il a pardonné, quelqu'un qui rentre au pays pour dire oui, enfin, c'est ce qu'il a dit la dernière fois, qu'il a fait des déclarations dans ce sens pour apaiser le climat, et c'est maintenant qu'on découvre que personne n'a demandé de pardon. Non, mais enfin, il n'était pas nécessaire d'en parler. Oui, mais pourquoi il en parle maintenant? Il en parle maintenant parce que, comme il a dit lui-même, ça devient récurrent depuis qu'il a dit, surtout depuis qu'il a dit que pardonner peut être parfois une faute. Depuis qu'il a dit ça, les gens se lâchent complètement contre lui et il a le sentiment que s'il ne le dit pas à tout le monde, que en fait le pardon dont on se prévaut pour l'accuser là n'en est pas un, et que ça va continuer. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Bon, à partir du moment où il le dit et que Boni Yayi n'accepte pas le défi, on ne peut pas dire que Patrice Talon ne sait pas de quoi il parle. Alors, j'ai écouté du côté des démocrates jusque-là, je n'ai encore rien entendu, sauf quelques ronronnements de couloir. J'espère bien qu'on aura su à Tchakodi là entre les deux chefs. Peut-être que ça va contribuer à détendre l'atmosphère politique. Ce serait assez intéressant. Et Mathieu, pardon, pas Mathieu Kérékou, Patrice Talon qui reste ferme, droit dans ses potes sur cette affaire donc d'amnistie, de pardon, de libération de détenus politiques. Pourquoi est-ce qu'il est si entêté? Est-ce qu'il est entêté? Il est sur des principes. Et il les a très clairement exprimés. Il peut être rendu flexible, peut-être pas. Les évêques vont le rencontrer encore bientôt là. Ils sont en négociation. Il peut finir par être sensibilisé et se dire que bon, si la majorité des Béninois veut quelque chose, ce n'est pas à lui de rester tout à fait fermé. Peut-être qu'il sera sensibilisé par ça. Sinon, en fait, il est sur des principes très clairs. C'est que la politique qu'on fait et qui nécessite qu'on aille prendre des armes ou bien qui nécessite qu'on aille se comporter de façon tout à fait illégale, il faut bannir ça pour que le pays puisse mieux se porter demain. Parce que si on laisse faire, ça peut contribuer à aggraver la situation. Est-ce que ce n'est pas déjà une porte ouverte, l'amnistie de 2019? Pourquoi 2019 on peut amnistier, 2021 on ne peut pas amnistier? Je pense qu'il avait expliqué dans son discours. Les personnes qu'on a retrouvées en 2019 en train de commettre des actes inqualifiables ont été amnistiés et on les a retrouvés encore en 2021. Ricky Amadougou et Joël Aïva par exemple? Je n'en sais rien. C'est le président. Oui, mais puisque c'est le Dieu qui focalise notre attention depuis qu'on parle d'amnistie. Vous savez, tout le monde parle de ça comme d'un fait politique. Pour ma part, je crois qu'il y a longtemps que la politique a déserté le forum. Ah oui. Il n'y a plus d'idéologie. Et ceux qui s'opposent aujourd'hui, ils s'opposent par rapport à quoi?
Moi, je pense que nous sommes dans une guerre économique qui a 2 ou 3 pôles. Et que dans ces pôles-là, les gens se positionnent. Regardez, quand on parle de Ouagadougou, pourquoi est-elle en prison? Le chef de l'État l'a dit. Hein. Il a essayé il a commandé. Il a dit ce qu'il a dit, mais moi, je parle du principe que lorsqu'on a fait son procès, les chefs d'accusation n'étaient pas, me semble-t-il, assassinat. Non, c'était terrorisme, acte de terrorisme. Financement du terrorisme. Oui. Le terrorisme lui-même est une création des lobbies économiques. Donc, quand on finance le terrorisme, nous sommes en plein dans la guerre économique, on n'est pas dans la politique. Joël Aïvo est en prison parce que, entre autres, on lui blanchiment de capitaux, c'est économique. Donc, nous sommes en pleine guerre économique que on est en train de nous enfumer autour des histoires politiques. Oui. Nous sommes en pleine guerre économique. Et c'est pour ça que quel est le lien avec Patrice Talon? Si on est en guerre économique, tous les lobbies qui financent la prise du pouvoir le font au bénéfice de leur portefeuille. C'est aussi simple que ça. On ne donne pas beaucoup d'argent à quelqu'un pour aller, des valises d'argent, comme dit le président, pour aller conquérir le pouvoir juste pour les beaux yeux des Béninois. Non, c'est des lobbies qui donnent de l'argent pour que l'on prenne le pouvoir au bénéfice de leur portefeuille. En quoi est-ce que c'est mauvais si lui-même il l'a fait par le passé? C'est pourquoi, moi je ne dis pas que c'est mauvais. Oui, mais... Je dis que parler de politique, c'est de l'enfumage. Oui. C'est de l'enfumage. Nous sommes en pleine guerre économique. Parce que la politique, c'est quoi? Ce sont les idéologies qui s'affrontent ou des courants de pensée qui s'affrontent, mais on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Nous sommes dans le cas de figure où ceux qui s'opposent aujourd'hui s'opposent parce qu'ils n'ont pas intérêt, ils n'ont pas leurs intérêts qui ont été pris en compte dans le système politique actuel. D'accord? Oui. Donc, on est opposant parce qu'on n'a pas été enrôlé dans la répartition des biens. Et si demain, la position change, le discours change. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune conviction dans tout ça. Il n'y a que des intérêts que les uns et les autres défendent. Alors, on va laisser un peu la politique et vous parler d'autres sujets qu'il a notamment évoqués. Le nouvel état d'esprit du Bénin. Patrice Talon qui pense que les Béninois sont de plus en plus engagés au service de leur pays et qu'ils ont une autre façon de voir leur pays et d'autres natures de rapport avec leur pays. Vous pensez vraiment que ça a changé? Peut-être un tout petit peu. Ah oui? Parce qu'à un moment, nous n'aurions jamais pensé que les Béninois resteraient passifs devant tant de sacrifices, devant tant d'exigences de la part du pouvoir. Et pourtant, nous assistons aujourd'hui à une sorte de résignation. Et on peut en déduire qu'il y a une partie de la population qui comprend. Mais moi, je vous le dis, les gens comprendront, ou en tout cas comprendraient davantage si on prenait la peine de donner l'exemple en face. La dernière fois, on parlait sur ce plateau des hommes politiques qui s'en mettaient plein les poches et des partis politiques qui recevaient le financement public et qui, en retour, ne garantissaient rien au profit des Béninoises et des Béninois. Tel que nous le faisions, où le journaliste qui écrit un article diffamatoire était condamné, le directeur de publication était condamné solidairement et l'organe de presse lui-même était condamné solidairement. Ça fait que lorsque le financement public est mis en place, le nombre de points que l'organe de presse a en retranchement fait que son financement est frappé de retranchement aussi. D'accord? Oui. Si le parti politique n'est pas solidaire du cadre qui vole, on n'aura jamais une réduction drastique des détournements de fonds. Regardez par exemple, lorsque il y avait des braquages récurrents dans le pays, il est arrivé un moment où Patrice Talon, lorsqu'il y a un braquage quelque part, du plus petit gradé au plus haut gradé, était sous sanction. Qu'est-ce qui s'est passé? Les braquages ont cessé à un tel point qu'on a eu l'impression que ce sont les policiers qui organisaient ça. C'est ça. Lorsque la responsabilité est collective, lorsque la punition est solidaire, mais il y a une correction qui se fait tout de suite.
si les cadres qui sont dans les partis politiques et qui sont promus à des postes de responsabilité, qui sont convaincus de corruption, sont punis et que le parti est puni solidairement, le parti veillera désormais au profil de toutes les personnes qu'on envoie en situation de responsabilité. Et le parti veillera à ce que aucun membre ne soit convaincu de corruption. Parce que ça frappe le parti au portefeuille ou quelque part. Or, si tous les cadres qui, quelque part, ont été convaincus de corruption ou de quoi que ce soit, sortent du portefeuille de ceux qu'on peut nommer, ça veut dire que le parti a de moins en moins de cadres à proposer. Donc, ça fera tilt quelque part. Je crois que les gens travailleront ensemble à ce que les cadres ne volent pas autant d'argent. Et ça serait pour le plus grand bénéfice des Béninois. Parce que ce qui choque aujourd'hui, ce qui fait que les Béninois ne comprennent pas très bien ce qui se fait, c'est qu'en face, on s'en met plein les poches et que la grande masse est contrainte de subir la lourde charge des taxes et de toutes les autres complications qui font que le panier de la ménagère est complètement vide. Le nouvel état d'esprit, ce n'est pas dans la tête de Patrice Talon. C'est dans la tête de Patrice Talon, et si ce n'était pas dans sa tête, il fallait que ça entre dans sa tête. Parce que c'est lui qui impulse le mouvement, c'est lui qui donne l'orientation. S'il n'y croit pas, eh ben, à quoi servirait son action? Donc, il y croit, il en est convaincu, et il essaie de nous faire partager ça, et il dit quelque part même que s'il faut y aller au forceps, ben, il faut y aller au forceps parce que c'est la seule façon de s'en sortir. Et lui, il en est convaincu. Bon, s'il en est convaincu, il faut qu'il nous donne la preuve que, au-delà de ce qu'il a dans sa tête, il fait en sorte que la grande masse ait le sentiment que son sacrifice n'est pas inutile. Patrice Talon qui est très fier de son affaire de Glodjibé, zone industrielle de Glodjibé. Il en a parlé d'ailleurs devant la représentation nationale. Et tout visiteur qui met pied à Cotonou, à la limite forcé d'aller y jeter un coup d'œil. On a vu beaucoup de personnes défiler par là-bas, etc. On a l'impression que c'est, je dois dire, la zone qui focalise, en tout cas au plan économique et industriel désormais, toute l'attention du chef de l'État. C'est un fleuron et il y a des raisons d'être très fier de ce fleuron. Ah oui? Oui, parce que par le passé, tous ses prédécesseurs ont essayé. C'est très très difficile de créer un pôle qui emploie des milliers de jeunes gens. C'est vrai que sur le chiffre, on lui a fait procès. Il a promis, je ne sais pas combien, 10 000 ou un peu plus, et qu'au finish, il n'y a là qu'à peu près 5 000. Mais 5 000, c'est bon à prendre. C'est bon à prendre, et il faut peut-être travailler à obliger le président à aller davantage, à aller plus loin dans ce qu'il a fait. Parce que les jeunes qu'on emploie, ce ne sont pas les gens de sa famille, ce sont les Béninois. C'est d'autant plus difficile que par le passé, le président Boni Yaya a essayé de faire pareil. Mais il a vraiment essayé. La zone de Semela, le président Boni Yaya a tout fait. Ça n'a pas décollé. Mieux, il y avait un projet pour lequel nous avions été vraiment sensibilisés. Où on nous disait que la vallée de Lomé était la deuxième vallée la plus riche de l'Afrique après le Nil, et que ça pouvait permettre de faire travailler 15 000 jeunes. Le projet a été finalisé. Et le Bénin est allé à la BAD chercher 69 milliards. Et quand on est allé chercher cet argent, je ne sais pas si en passant dans la vallée de Lomé aujourd'hui, on trouve sur les 15 000 qui ont été promis, s'il y en a au moins 10 000, ou peut-être 5 000, ou 1 000, je ne sais pas, même pas 500. Vous voyez, donc c'est difficile de projeter ces choses-là et de les réaliser. Bon, c'est vrai que les députés qui se donnent toutes les missions... Qu'est-ce qui fait la chance de réussite de Glodjibé, contrairement à la vallée de Lomé ou peut-être à la zone industrielle de Sémé, zone économique de Sémé-Podji? Peut-être la méthode. Peut-être la méthode. La méthode Talon, me semble-t-il, est basée sur la recherche de la meilleure compétence. Il a dit dans un discours que j'ai retenu, si vous voulez être le meilleur, il faut vous entourer des meilleurs. Ne soyez pas, vous n'êtes pas forcément né pour être le meilleur, mais si vous voulez être le meilleur,
il faut vous entourer de ceux qui savent faire la chose. C'est pour ça qu'il n'est pas gêné d'aller chercher la compétence où qu'elle soit dans le monde. Ceux qui ont créé la GIZ, ce ne sont pas les Béninois. GDIZ. La GDIZ, ce ne sont pas les Béninois. C'est un consortium étranger qui a reçu le marché et qui l'exécute. Quelle est la viabilité de ce projet quand on sait toutes les difficultés qu'on a actuellement? D'abord même la matière première, surtout que les populations productrices veulent envoyer leur production ailleurs où c'est mieux payé. Quand on sait tout le trajet et puis la faible capacité de consommation justement des produits à l'échelle nationale, quelle est la viabilité justement de ce projet-là? Nous ne sommes qu'au début. Et chaque jour qui passe, on observe un accroissement d'activité par rapport à ceux qui s'installent à Glojigbe et par rapport aux... Je veux dire, est-ce qu'on n'est pas trop admiratif de soi-même? C'est déjà beaucoup ce qui se fait, je vous le dis. Mais regardez derrière nous, quel est le pôle industriel qui a été construit et qui emploie 2000, 3000 personnes? Il n'y en a pas. Et il y a de quoi être déjà fier. Même si nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut rester vigilant et pousser le président à aller jusqu'au bout de ses efforts. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Mais on a déjà de quoi être parfaitement fiers. La diversification, je dois dire, des filières, il en a parlé encore devant l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on parle du cajou d'abord. On a fait quelques expériences au niveau donc, de la GDIZ. On produit quelques échantillons aussi, je dois dire, de vêtements avec notre coton. Oui. Mais il y a d'autres spéculations aussi qui sont envisagées, comme il dit. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir peur de mal étreindre quand on est en train de trop embrasser là? Non, encore une fois, je le dis, c'est une question de méthode. Et lorsque Patrice Talon prend des mesures pour que le soja ne sorte pas par par toutes les issues imaginables, on peut lui faire procès de ce qu'il maltraite les populations. Mais non, c'est de la méthode. Il faut faire ça, il n'a pas le choix. Si les gens ne comprennent pas ça, c'est parce que les gens n'avaient jamais imaginé qu'on puisse créer un pôle industriel de la façon dont Glojigbe est créé. C'est que ces gens-là ne sont pas encore entrés dans l'esprit de la création de cette zone. C'est pourquoi on continue de défendre le fait que les producteurs ont le droit d'aller vendre n'importe où leurs produits. Ça ne peut pas se faire. Il faut contraindre tout le monde à entrer dans le schéma de la conception et de l'exploitation d'une filière. Et de cette façon... Oui, mais il faut leur proposer mieux que ce qu'on leur propose. On peut faire le plaidoyer, effectivement, pour que le producteur de base puisse être un peu mieux rémunéré et puisse jouir davantage du fruit de ces efforts. On peut faire ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que ce sont les intermédiaires et les exportateurs qui sont au beurre pendant que les producteurs ils sont à la souffrance. Ça, on peut faire le plaidoyer, effectivement, pour que ça soit corrigé. C'est un Patrice Talon qui, tout fier de lui, qui est allé devant la représentation nationale, puisque non seulement il a parlé de Glojigbe et de sa fierté de voir ce fleuron, comme il l'appelle, sortir de terre, mais là aussi parlé de son Seme City aussi, qui m'a est aussi une première expérience qu'il a engagée. Une première expérience qui a connu, me semble-t-il, quelques difficultés, qui peinent à décoller et à se réaliser tel que lui, il l'a conçu. Mais je pense qu'il a trouvé, il semble qu'il a trouvé le moyen de faire avancer les choses. On n'en entend plus du tout parler, et puis les résultats aussi sont très mitigés. Je vous le disais sur ce plateau au cours d'une émission, les gens qui sont, les jeunes béninois qui sont recrutés à Seme City portent déjà en eux les tares du système éducatif actuel. Et donc, normalement, il faut un cycle transitoire pour aller vers l'excellence. Et si on n'observe pas ça, il y aura toujours des difficultés. Mais je pense que par expérience, Patrice Talon a trouvé le moyen de faire redécoller Seme City en tenant compte des échecs. Il a parlé de la résilience de l'économie du Bénin.
On a parlé de beaucoup de chiffres hein, et surtout de ces notations. Que nous mettent au premier rang un peu partout. Un peu partout. L'économie aujourd'hui c'est la meilleure de la sous-région à la limite. Hein, quand on voit un peu la description et surtout la fierté de Patrice Talon. Bon, mais c'est pas Patrice Talon qui le dit. Ah oui. Hein. Lui, il est juste fier des chiffres qu'on lui a communiqués qui ont été communiqués par des institutions dont le sérieux ne fait aucun doute. Bon, c'est vrai que ses opposants lui font le procès qu'il est premier partout, sauf au Bénin. Chez lui au Bénin. Pourquoi? Parce que tout le monde est dans le schéma de l'immédiateté où il faut tout se partager et tout le monde doit être heureux tout de suite. Oui, mais on connaît le schéma d'évaluation de ces institutions-là, même sous Boni Yayi aussi. On a été premier plusieurs fois. Hein. On a vu même une institution internationale venir ici nous donner deux chiffres, enfin nous donner un chiffre, une position du Bénin, puis le lendemain revenir sur ces mêmes chiffres, sur sa même position et proposer autre chose. C'est une institution. Oui. Pas 2, pas 3, pas 4. Parce que dans le cas actuel, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 notations et c'est prouvé. C'est-à-dire que ce n'est pas une vue de l'esprit de Patrice Talon. Il a donné des références qui sont vérifiables. Comment est-ce qu'on peut avoir une économie aussi résiliente quand on a été, je dois dire, en difficulté tout le temps avec le Nigeria, pratiquement enfin, plusieurs mois, un an pratiquement. Quand on est en difficulté avec le Niger, avec qui on a quand même quelques engagements financiers, etc., comment est-ce qu'on peut avoir une économie aussi florissante, aussi bien en forme, etc. Quand on a toutes ces deux portes, qui sont des portes assez essentielles pour l'économie, totalement fermées ou fermées pendant longtemps. C'est un secret de Polichinelle. Les institutions qui notent ne le font pas non plus pour plaire aux États, parce que leur crédibilité en dépend. Même si, parmi les agences de notation, il y en a qui font de la complaisance, toutes les agences ne peuvent pas faire de la complaisance. Donc, quelque part, il y a une rigueur dans la gestion des ressources de l'État. Parce que, quelque part, on a parlé de transparence dans la gestion. C'est-à-dire que les ressources sont collectées, mais dans la gestion, il y a une certaine transparence. Ça ne veut pas dire que là où on donnait 1 million à quelqu'un, et qu'on lui en donne 10 aujourd'hui, il y a un problème. Non, mais les 10 qu'on lui donne sont prouvés et sont justifiés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas parce que aujourd'hui tout le monde se plaint de ce que, bon, on ne connaît pas le salaire des experts, on ne connaît pas le salaire des... Bon, les gens ont leur salaire, c'est vrai. Mais l'argent qui est collecté est dépensé avec une traçabilité sur laquelle il n'y a aucun débat. Et je pense que c'est ça qui est déterminant dans les notes que le Bénin a pu avoir. Il y a beaucoup d'opacité dans la gestion des fonds publics en Afrique et le Bénin fait un peu exception à la règle. Je pense que c'est un peu ça. Par le passé, vous n'avez aucun pouvoir d'empêcher les agents du ministère des Finances de sortir les dossiers qui n'honorent pas la République. Vous n'avez aucun pouvoir pour empêcher ça. Si, au niveau du ministère des Finances, il se passe des choses pas orthodoxes, c'est-à-dire que d'une gravité telle que la République devait en souffrir, vous ne pouvez, il n'y a aucun pouvoir que vous avez pour empêcher les cadres qui sont là de mettre certaines choses sur la place publique. Bon, alors s'ils ne le font pas, je pense que c'est parce qu'il y a une certaine orthodoxie et certaine orthodoxie, certaine pression aussi. C'est pour ça que je vous dis, aucune pression, aucune pression. On a assisté à un dossier où un jeune, ma foi de la quarantaine, a pu sortir quand même 2,6 milliards de francs sur 3 ou 4 ou 5 ans, sans que le ministère des Finances peut-être n'ait pas pu mettre ça sur la place publique. Et pourtant, on n'a pas classé le dossier. Il ne me semble pas que le dossier ait été classé. Le jeune en question a été poursuivi jusqu'à un pays voisin en Afrique ici, où il a été arrêté et jeté en prison. Donc, si on avait le souci de masquer ce détournement, ça ne se serait pas passé comme ça. Bon, c'est vrai que nous avons encore un problème dans la transparence de la gestion de l'information. Normalement, ce genre de choses, le procureur devait déjà venir devant la presse et nous faire un compte-rendu exhaustif de ce qui s'est passé
peut-être aussi dans les démarches à mi-parcours. Bon, voilà, depuis que le bonhomme a été arrêté, voilà ce qui s'est passé. Bon, ce grand silence donne parfois l'impression d'un certain laxisme ou d'une certaine complicité, mais ce n'est pas forcément le cas, puisque à la fin, il y aura forcément un procès. Alors, Patrice Talon qui dit, le Bénin est très crédible désormais, en tout cas en face des partenaires techniques et financiers, qui d'ailleurs acceptent de nous concéder quelques prêts. Et la réplique d'un député démocrate qui est aussi venu immédiatement pour dire, ben, écoutez, si on finance le Bénin aussi facilement et aisément, c'est peut-être pour lui éviter de sombrer comme les autres pays autour de lui et qui sont en proie au terrorisme. On veut faire du Bénin un petit coin comme cette oasis où quand même on pourrait respirer. Oui, je pense que celui qui a dit ça ne connaît pas le fonctionnement des réseaux de financement. Ah oui? Non. Le Bénin représente quoi? Ben, une terre d'Asie. Pour que quelqu'un mette beaucoup d'argent, nous n'avons même pas de ressources à concéder. Si nous avions des ressources à concéder... Nous avons la paix à proposer. Nous avons la tranquillité, la stabilité politique aussi. Personne n'achète ça. Ah oui? Non. Il n'y a que là où il y a des zones troubles que les finances publiques, les finances internationales se portent bien. Il n'y a que là où il y a la guerre que les réseaux mafieux se portent bien. Lorsque vous êtes en paix, vous n'intéressez personne. C'est vrai, nous n'avons même pas de ressources minières à concéder pour que des puissances étrangères puissent nous faire la cour, nous convoiter, rien. Bon, alors, sur quelle base les gens viendraient mettre leur argent pour que le Bénin ne sombre pas? Le fait que le Bénin sombre crée quel problème à qui? Ça ne crée aucun problème à personne. Si le Niger sombre, ça crée un problème parce qu'il y a des ressources à prendre au Niger. Si le Burkina sombre, il y a un problème parce que le Burkina a des ressources à concéder. Le Mali a des ressources à concéder. Et c'est pourquoi dans ces pays-là, d'ailleurs, il n'y a pas la paix. Tout simplement parce qu'il y a des ressources qui sont convoitées. Alors, si chez nous, il n'y a rien à convoiter, pourquoi quelqu'un viendrait mettre de l'argent? Donc, je pense que notre pays est suffisant et fait ce qu'il faut pour être droit dans ses bottes. Et aussi bien de la mouvance que de l'opposition, je pense que tout le monde devrait faire en sorte que le pays soit au centre de nos réflexions et de nos actions. Alors, un dernier sujet rapidement, toujours fierté de Patrice Talon, c'est, je dois dire, l'accès à Internet et surtout la digitalisation des services de l'État. Là-dessus, on peut s'entendre qu'on en fait quand même de grands pas. Et pas que des grands pas, des pas de géants. Parce que lorsqu'il a fait sa dernière tournée présidentielle... en 2021 non, je parlais de Boni Yayi. Ah, Boni Yayi. Et il avait vendu aux Béninois un projet dans ce sens. Et il y avait un jeune béninois qui était un prodige, paraît-il, sorti de quelque part, qui l'accompagnait au cours de toute cette tournée-là pour expliquer que sur le plan du numérique, le Bénin... Or, plusieurs années auparavant, on avait essayé de mettre le Bénin, de numériser les services de l'État, ça n'a jamais fonctionné. Je connais des entreprises qui avaient pris des marchés à l'époque, lorsque le ministre Désiré Adadja était en charge de ces choses-là, mais ça n'a jamais fonctionné. Alors, vous voyez, quand ça fonctionne un peu, on peut s'entendre pour dire que ce n'est pas la perfection. On peut s'entendre pour dire qu'il y a encore beaucoup à faire, mais il faut quand même aussi s'entendre pour dire que ce n'est pas mal d'avoir commencé et d'avoir atteint un certain résultat. Mais cela n'a pas empêché la polémique de la nomination d'un étranger à la tête de l'ANIP. Actuellement, le débat a cours aussi à cette occasion. Oui, c'est le sempiternel débat. Et puis au-delà même du directeur de l'ANIP. Il y a même de nouvelles nominations aujourd'hui. À la SBE, et à SB2E. Voilà, c'est dans la logique de la gouvernance Talon. Il cherche la compétence là où il la trouve, parce que ce qui compte pour lui, avant tout, ce sont les résultats. On n'a pas l'impression qu'il a fait le bon choix jusque-là, au niveau de la SB2E en tout cas, et au niveau du port aussi. Parce que le port, on a quand même quelques échos aussi qui montrent que ce n'est pas toujours le résultat qu'on attend. La preuve, le défilé des DG au niveau de cette structure. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est très sûr. Mais je pense qu'il est en train de tirer le leçon des échecs et de trouver les voies et moyens de faire en sorte que ça fonctionne, vaille que vaille. Parce que le port, vous savez, il ne faut pas
non plus banaliser l'existence des problèmes qui étaient là avant l'arrivée de Patrice Talon. Boni Yahi, je vous l'ai dit, lui-même, il a essayé, c'est 10 directeurs généraux qu'il a nommés en 10 ans. Donc, il y a un problème au port de Cotonou qui nécessite que l'on s'y attarde et que l'on applique une thérapie de choc. Oui, mais si les Béninois qui se connaissent entre eux n'arrivent pas à régler le problème, est-ce que c'est un étranger qui ne connaît pas le milieu qui peut le régler? C'est une expérience à essayer. Et puis après, on fera le point. Et je pense que c'est bien d'avoir essayé. On essaye maintenant avec la gestion des affaires publiques maintenant, c'est des essais? Quand je dis essai, c'est quoi? C'est la recherche de résultats, de l'efficacité. Les gens qui sont nommés, ce n'est pas des copains, ce n'est pas des amis. C'est des gens qui, sur le plan international, ont des références et qui ont un cahier de charge lorsqu'ils viennent au port de Cotonou. Bon, à la fin, on évalue. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, on tire le son des échecs et puis bon, on recommence. Si jusqu'à présent, Patrice Talon n'a pas jugé utile de remettre un compatriote en selle au port de Cotonou, c'est parce que certainement, il y a des données sur le plan international qui appellent de la part du port de Cotonou qu'il y ait des connexions solides. Deux mots rapidement sur ce qui tient à cœur à Patrice Talon depuis son avènement au pouvoir, le tourisme, la promotion du tourisme et la culture. Il en a dit deux mots devant la représentation nationale. On en est encore à des promesses, et à des promesses. Sur le plan culturel, on n'en est plus du tout à des promesses. Il a fait des promesses la dernière fois. La question de la construction du quartier culturel, par exemple. Oui, de l'aréna. Des arènes culturelles, etc. C'est des promesses. On n'a pas encore des réalisations. Non, mais il y a quand même des réalisations qui ont commencé. Il y a des réalisations qui ont commencé. Et comme il l'a dit, il y a eu, à un moment donné, quelques difficultés à boucler le financement de certains projets. Et une fois que c'est fait, il en parle aujourd'hui avec certitude, comme s'il ne partirait pas en 2026 sans avoir bouclé ces grands projets qu'il a mis en chantier. Anesti Carlos, ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne fête. À vous aussi. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous le rappelle, ce sera le dernier, en tout cas, au titre de l'année 2023. Merci de nous avoir suivis. On s'est focalisé essentiellement sur les deux sorties médiatiques de la dernière fois de Patrice Talon, notamment le 21 devant la représentation nationale et le 23 en entretien avec des confrères donc, de la chaîne publique. On a décortiqué autant au plan politique, économique que culturel ces sorties, ces propos à ces deux occasions-là. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer de bons moments de fête. Heureuse année.